Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'LCP pour évoquer ce récit très personnel, vos 20 mois à Matignon chez Flammarion, mais aussi la campagne pour la direction du parti présidentiel. On l'a appris en fin de journée, vous retirez votre candidature. Les précisions de Marco Pommier, interview juste après. Non. Si on vous invite, Elisabeth Borne, c'est parce que vous vous dévoilez dans votre premier livre, 20 mois à Matignon. Un titre à l'image de votre personnalité, sobre, anti-punchline, techno diront certains. Ma pudeur a pu être caricaturée en froideur. Une pudeur qui vaut aussi pour votre vie privée, longtemps silencieuse sur le drame de votre vie, un père rescapé de la Shoah et qui finira par se suicider. Vous aviez 11 ans. C'est précisément à cet instant que je me résous à ne plus compter dans l'existence que sur mes propres forces pour me définir un chemin. Un chemin qui vous mènera à Matignon le 16 mai 2022 pour vivre non pas un enfer, mais 20 mois passionnants, très durs, ce sont vos mots. 10 mois de plus qu'Édith Cresson, avec qui vous êtes régulièrement comparé. Sexisme, dites-vous. Je suis donc heureuse de livrer ici un triple scoop. J'ai aussi tenu plus longtemps que Bernard Cazeneuve, Pierre Bérégovoy et aussi longtemps que Laurent Fabius. Un récit dans lequel s'invite Emmanuel Macron. Pas le même caractère, ni le même vécu. Vos rapports sont parfois houleux. Sa décision de vous remplacer vous laissera sous le choc. Alors votre bilan, vous le réhabilitez dans ce journal de bord, en revenant sur des épisodes marquants, loi immigration, émeutes urbaines, assassinat de Dominique Bernard, et bien sûr la réforme des retraites et son 49.3. Cette décision me collera à la peau, me rendra extrêmement impopulaire. J'en suis parfaitement consciente et meurtrie. Madame 49.3, un surnom qui vous blesse. Après avoir activé cet article de la Constitution à 23 reprises, 20 fois sur le budget du pays et celui de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est depuis votre siège de député que vous participez à la séquence budgétaire, aux premières loges, pour observer le nouveau Premier ministre. Je pense que je mesure la difficulté de ce que vit Michel Barnier. Dans cet hémicycle, un rang seulement vous sépare d'un certain Gabriel Attal, votre chef de groupe et bientôt sans doute le président de Renaissance, car on l'a appris en fin de journée, vous renoncez à briguer la tête du parti. Mais avec ce livre, on l'a bien compris, il faudra compter sur vous à l'avenir. Et bienvenue à vous, Elisabeth Borne. Alors, vous étiez candidate pour la direction du parti Renaissance, le parti présidentiel. Vous ne l'êtes plus pour le poste de secrétaire général ce soir. Pour quelle raison? Alors vous savez, moi ce qui me tient à cœur, c'est d'inscrire durablement notre famille politique, ce bloc central, au cœur de la vie politique française. Et c'est pour ça que je m'étais portée très tôt candidate, au mois d'août, pour qu'on ait un débat d'idées, et c'est ce que je souhaite porter. Gabriel Attal m'a fait savoir qu'il souhaitait candidater pour le poste de secrétaire général. Comme vous l'imaginez, dans la période politique qu'on connaît, la division n'était pas une option. Donc on a recherché les voies d'un accord dans lequel on joue la complémentarité, le partage des responsabilités, plutôt que la division. Et voilà, moi je suis donc ce sera une direction à deux têtes si au fond le ticket Attal-Borne est élu par les adhérents au Congrès. À lui le secrétariat général, à vous la présidence du Conseil national, d'après ce que je comprends de l'accord que vous avez signé et négocié. C'est une fonction qui n'existait pas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça va changer? Comment vous allez vous répartir les rôles? Il est numéro 1, vous êtes numéro 2 ou pas? Non, non, c'est pas comme ça qu'on a conçu cet accord. Je pense qu'on est complémentaires comme profil, et en tout cas, c'est ce que les militants nous ont dit ces dernières semaines. Et donc, Gabriel aura effectivement la fonction de secrétaire général. Le Conseil national, c'est lui qui fixe les grandes orientations du parti, c'est lui qui définit les orientations pour des élections locales ou nationales, et donc on va travailler la main dans la main. Et je pense que vraiment dans la période qu'on connaît, qu'on puisse rassembler, jouer l'unité, c'est ce que les militants attendaient de nous. Ce n'est donc pas l'histoire d'une femme qui renonce pour un homme? Non, je vous confirme, ce n'est pas mon tempérament. Ce n'est pas votre tempérament, on va venir à votre livre. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, bon, certes, les temps sont tumultueux pour la Macronie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce socle commun n'a pas grand-chose de commun, on le voit bien, les fractures sont là. Mais pourtant, avoir deux candidats pour la présidence d'un parti, c'est la simple démocratie. C'est pas si grave, c'est même bien. Non, vous savez, je pense que
Ce que nous ont dit les militants, c'est qu'ils souhaitaient qu'on rassemble notre parti. Et moi, je souhaite au-delà qu'on rassemble notre famille politique avec nos partenaires du MoDem, d'Horizon. On voit qu'en effet, la période politique est très compliquée et l'heure n'est pas à avoir des débats internes à un parti. Des débats, en plus, qui ne seraient pas sur des lignes politiques, puisque ce n'est pas de ça dont on est en train de parler, des débats de personnes. Donc, je pense que chacun doit mettre ses qualités au service de notre parti, et c'est le sens de l'accord qu'on a trouvé avec Gabriel Attal. Gabriel Attal peut-il rester à la tête du groupe à l'Assemblée et être celui qui prendra la tête du parti? Alors c'est un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour de notre accord. Moi je pense que les deux fonctions sont très prenantes. Je pense qu'il le mesure et je pense qu'en responsabilité, il aura à prendre sa décision. Donc la réponse est non, pour vous? Moi, je vous le redis, je pense qu'on voit à quel point la vie parlementaire est compliquée en ce moment. Moi, les discussions autour du budget, je pense qu'on ne donne pas une bonne image. Je souhaite vraiment, par exemple, que les lignes rouges et les points essentiels pour notre parti puissent être entendus dans ce débat budgétaire. Telles que les choses sont engagées, on peut craindre que ça ne soit pas le cas. Vous voyez, si par exemple, soit on arrive à un rejet de la première partie du projet de loi de finances, soit on épuise le temps imparti par la Constitution. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de présence sur ces sujets et on sait qu'il y a beaucoup de travail aussi. La double casquette n'est pas souhaitable, c'est ce qu'on comprend très clairement de votre part. Alors on en vient à votre livre, et il est passionnant sur l'exercice du pouvoir par gros temps. C'est une aventure extraordinaire, vous l'écrivez, vous l'assumez. Mais vous le dites aussi sans phare, ces 20 mois ont été, je vous cite, très durs. 49-3 à assumer dans l'hémicycle, brutalité des oppositions en passant par l'incertitude dans laquelle vous entretient Emmanuel Macron régulièrement sur votre avenir à Matignon avec un peu de recul. Qu'est-ce qui a été le plus dur à traverser? Moi, vous savez, je ne me suis pas posé ce genre de questions. On le sait, quand on a l'honneur d'occuper une telle fonction, je crois que chacun imagine que ça n'est pas une fonction simple. Peut-être ce à quoi je me suis attaché, c'est dans cette espèce de tourbillon que j'ai vécu pendant ces 20 mois, et peut-être même plus globalement, puisque j'étais 5 ans ministre avant, et dans toutes les crises qu'on a pu traverser, de continuer à être en prise avec la réalité que vivent les Françaises et les Français et à apporter des réponses concrètes. Et ça, on le sent très bien à travers votre parcours, parce que vous êtes tout sauf déconnecté, et votre parcours personnel, mais aussi votre carrière le démontre. On est à l'Assemblée nationale, il y a cette étiquette qui est tenace et qui vous a fait souffrir, vous le reconnaissez, c'est Madame 49-3, notamment sur les retraites. Une partie de la droite vous lâche. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez négocié avec les Républicains? Des dizaines d'heures. Est-ce que vous leur en voulez à cette droite ou à certains d'entre eux aujourd'hui? Moi, ce n'est pas dans mon tempérament, vous voyez, de ressasser le passé. Je pense que cette réforme, et quand on nous dit aujourd'hui que l'état de nos finances publiques est préoccupant, effectivement, on a beaucoup de commissions d'enquête et autres missions d'inspection pour éclairer le sujet. On voit à quel point on ne peut pas se permettre d'avoir en plus un régime de retraite structurellement déficitaire. C'est sa pérennité qui est en cause. 62 ans, comme voilà. propose Donc du coup, je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Moi, je regrette évidemment qu'on n'ait pas pu aller au bout de l'accord qui avait été trouvé avec le groupe LR à l'époque. Mais en responsabilité, moi, j'ai considéré qu'alors même qu'on avait déjà abandonné pour cause de Covid, une réforme dans le premier quinquennat, on avait besoin de cette réforme pour laquelle il y a eu des semaines et des semaines de discussions avec les organisations patronales et syndicales pour s'assurer qu'on ne demandait pas à tout le monde uniformément de travailler plus longtemps. Oui. Cet élargissement impossible de la majorité aux Républicains quand vous étiez à Matignon, aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est Michel Barnier qui en bénéficie. Comment vous regardez ça? Ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Enfin, vous savez, au-delà des caricatures et du fait que pour chacun des budgets, j'ai dû recourir à 10-49-3 puisqu'il y a 10 votes. Donc 10 votes, quand les oppositions vous disent on votera systématiquement contre, ça veut dire 10-49-3. Et quand vous l'entendez dire, moi je vais laisser durer le débat, 1-49-3 oui, au lieu de 5. Je ne sais pas, vous voyez, si c'est beaucoup plus satisfaisant. D'abord, en effet, la situation n'est pas la même. À la fois,
l'Assemblée est plus éclatée, on n'est plus en majorité relative, on est vraiment dans un éclatement en bloc de cette Assemblée. Vous ne savez pas si, et au fond, en même temps, c'est plus satisfaisant pour lui, pour Michel Barnier, un 49-3 plutôt que plusieurs? Moi, ce que je veux dire, c'est que pour l'Assemblée nationale, je pense qu'à un moment donné, que le gouvernement prenne ses responsabilités et dise, voilà, après avoir entendu les débats, après avoir pris connaissance des amendements qui ont été discutés, proposés, voilà le texte sur lequel j'engage ma responsabilité, ça me semble plus respectueux de l'Assemblée nationale que de laisser filer un débat dans lequel plus personne ne comprend rien, dans lequel finalement le Rassemblement national permet l'adoption de taxes qui fleurissent tous les jours. Donc vous ne validez pas forcément cette stratégie. Eh bien, qui moi, peut j'espère être que l'Assemblée nationale aura bien toute sa place et que le socle commun, comme on dit maintenant, pourra exprimer ses attentes sur ce budget. Et on voit que si on épuise le temps parlementaire, le temps constitutionnel, ou bien si on devait avoir un rejet d'une première partie de notre projet de loi de finances qui ne ressemble plus à rien après les amendements du NFP adoptés avec la complaisance du Rassemblement national, finalement l'Assemblée n'est pas respectée dans le cadre de la construction de ce budget. Être infusible fait partie du job, fait partie de la fiche de poste. Vous l'assumez, vous l'écrivez, vous l'intégrez parfaitement dès le départ. Mais la relation avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, je ne sais pas comment la qualifier précisément, parce que rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Il vous dit qu'il sera en retrait, et puis ça n'est pas possible. Après, il vante votre méthode, et puis finalement, publiquement, il peut la critiquer quand il sent que c'est opportun dans l'opinion de la mettre un peu à distance. Il y a des moments extrêmement difficiles. Vous allez à la radio, connaissant votre histoire personnelle, on va en dire un mot, pour rappeler l'histoire. Le RN est un parti héritier de Pétain. Sans vous citer, au Conseil des ministres, il fustige cette façon de lutter contre le RN. C'est viol. Certains commentateurs font état de fuite. Vous voyez, je crois que le président de la République a lui-même eu l'occasion de dire que la seule chose qui valait, c'est le compte-rendu du Conseil des ministres. Comment ça s'est passé avec le président ? Non, enfin, on a eu une relation de travail qui a toujours été cordiale. Je pense que lui, comme moi, on aime rentrer dans le fond des sujets et on aime l'échange. Après, vous savez, et c'est le sens aussi des propositions que je fais dans mon livre, je crois profondément à cette Ve République, mais je pense que de révision en révision, on est arrivé notamment après la révision de 2000, le quinquennat et l'inversion du calendrier des élections législatives, à finalement un partage des rôles qui n'est pas clair entre le président de la République et le Premier ministre. C'est au Premier ministre de maîtriser le Conseil des ministres, donc, vous le dites clairement. Moi, je pense qu'il y a des évolutions à apporter pour qu'on retrouve un président de la République qui garant de l'unité nationale, du respect des traités, du respect de la Constitution, et un Premier ministre qui, comme le prévoit la Constitution, définit et conduit la politique de la nation. Et il y a beaucoup d'autres propositions, notamment sur la proportionnelle. En fait, tout ça, toutes ces difficultés, c'est la méthode Borne, c'est la marque Borne, ça glisse sur vous. Parler d'enfer de Matignon est indécent, car l'enfer, ça n'est pas ça. Pour la première fois, vous écrivez l'histoire de votre père, Joseph Bornstein, résistant, déporté à Auschwitz en 1944, qui prend le chemin de l'horreur, avec votre grand-père, Zelig, Isaac et Albert, vos oncles. Il ne vous a jamais raconté cette histoire. Et ce qu'on découvre dans ce livre et dans ces pages vraiment difficiles pour vous, on le sent très bien, c'est qu'après, à Matignon, vous recevez des lettres, vous recevez des témoignages d'historiens, des lettres qu'il a écrites. Et ce détail-là de cette histoire, si douloureuse, si longtemps tue, vous la découvrez vraiment. Oui. Non, c'est vrai qu'être un personnage public comme on l'est quand on est Premier ministre, ça n'a pas que des avantages, mais ça suscite des témoignages qui ont été extrêmement émouvants et moi qui m'ont éclairé sur mon histoire familiale, sur des volets que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, par exemple, que mon père avait été arrêté 2 fois et s'était évadé avant d'être arrêté une dernière fois en Isère, à Grenoble, pour être déporté vers Auschwitz. Et tous ces témoignages étaient évidemment très émouvants. Et puis peut-être, cette histoire, elle m'est aussi revenue à des moments où vous êtes en proie à beaucoup de critiques, comme vous le dites. C'est une fonction qui n'épargne pas beaucoup. Et à ce moment-là, moi, j'ai sans doute pris conscience de la force que me donne aussi cette histoire familiale, parce que quand on se dit qu'on a un père qui a survécu à la déportation,
une mère qui s'est retrouvée toute seule à élever ses 2 filles sans avoir de revenus, finalement, ça permet de relativiser beaucoup de choses et beaucoup de petites attaques. On se dit que ce n'est pas très grave. La retenue, la sobriété, c'est votre marque de fabrique, le storytelling très peu pour vous, même si, encore de temps en temps aujourd'hui, on vous trouve un peu trop corseté, trop techno, diront certains. Vous n'avez jamais voulu faire de cette histoire une forme de récit politique. Vous êtes appelé, pour les commémorations du 80e anniversaire du Veldiv, à faire le discours pour représenter le gouvernement comme chef de l'exécutif. Et là, c'est du 100% Premier ministre et du 0% Borne. Ça, vous l'assumez? Oui, je l'assume effectivement. Quand vous êtes chef de l'exécutif, comme vous dites, lors d'une commémoration, je pense que les Français sont en droit d'attendre de vous que vous vous exprimiez à ce titre. Et pour autant, cette histoire, elle m'a aussi construite beaucoup politiquement. Parce que finalement, mon histoire, le fait que vous puissiez être fille d'un apatride qui a été déporté, qui a survécu au camp de concentration, qui s'est suicidé, d'une mère qui se retrouve sans revenu, que vous soyez pupille de la nation et que parce que vous avez une bourse, parce que vous intégrez une école où vous êtes rémunéré, vous puissiez devenir préfète de région, PDG d'une grande entreprise publique, ministre et première ministre, c'est le cœur de mon engagement politique et c'est finalement ce que je souhaite qu'il soit possible pour chaque jeune dans notre pays. Que la promesse républicaine soit au rendez-vous. Voilà. Ce qu'on découvre aussi, c'est le puissant sexisme en politique. Emmanuel Macron préfère déjeuner avec Jean Castex, avec qui il aime partager une copieuse côte de bœuf. On vous en renvoie en permanence au code masculin, on vous scrute, on regarde vos gestes, on regarde vos tenues. En permanence, en fait, on comprend qu'il y a 2 premiers ministres, 2 catégories. C'est ça. Les hommes et les femmes. Mais vous voyez, ça se manifeste aussi au moment de mon départ de Matignon, où il n'y a pas un seul nom de femme qui circule pour me remplacer, et puis où on dit elle a tenu plus longtemps. Donc on a coché la cage femme première ministre en Macronie. Voilà. Et vous voyez, mais donc du coup, il y a 2 catégories, comme vous le dites. Il y a les femmes premières ministres une fois tous les 30 ans, et puis les vrais premiers ministres, ceux-là, on reprend le cours normal des choses et on nomme un homme premier ministre. La situation de notre démocratie vous inquiète. Vous faites d'ailleurs, on en a évoqué quelques-unes des propositions, la proportionnelle, la question du septennat également. Marine Le Pen pourrait l'emporter en 2027. Vous écrivez à la fin de votre introduction « J'ai l'envie d'être prête ». Fin de citation. Prête à quoi? Non, moi je m'engagerai de toutes mes forces pour éviter effectivement que le Rassemblement national soit considéré comme une solution par une majorité de nos concitoyens. Donc moi, je pense que ça suppose d'être à l'écoute des préoccupations qu'expriment les Françaises et les Français. Moi, j'ai évidemment rencontré beaucoup de nos concitoyens dans les campagnes européennes et législatives. Je suis aussi, quand je parcours le pays, à l'écoute de ces préoccupations. Et je pense qu'on doit absolument veiller à apporter des réponses rapides, concrètes, face à beaucoup d'attentes, pour éviter que finalement, par défaut, ce soit le Rassemblement national qui l'emporte. Dernière question. Pour vous situer dans un imaginaire politique, dans une filiation, de qui êtes-vous l'héritière? Avez-vous un modèle en politique de Jaurès à Rocard, en passant par De Gaulle? On parle aussi d'Angela Merkel. Simone Veil, qui représente un guide pour vous? J'ai pas vraiment de modèle. Vous voyez, moi, je cite à plusieurs reprises Michel Rocard dans mon livre, parce que je pense que c'est un homme qui a porté des réformes à la fois de progrès, mais qui les a portées sans démagogie. Je cite aussi Lionel Jospin, parce que j'ai beaucoup admiré la façon dont il animait un collectif gouvernemental, et vous aurez compris que moi, je crois au travail collectif. Et puis, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été engagé par Emmanuel Macron, avec ce dépassement, parce que je pense que notre pays souffre beaucoup de cette alternance droite-gauche qui fait qu'on n'a pas apporté depuis des années, depuis des décennies, des réponses à des vraies difficultés que rencontrent les Français. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth Borne. Il faut lire ces 20 mois à Matignon, chez Flammarion, parce qu'avec la pudeur qui vous caractérise, vous en dites beaucoup sur l'exercice du pouvoir et les femmes aux premières places. Merci à vous. Merci.